Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat pour suivre aujourd'hui l'audition d'Adrien Taquet, le secrétaire d'État à l'enfance. Fin janvier, un reportage diffusé sur M6 dans Zone Interdite a révélé les défaillances de l'aide sociale à l'enfance. On parle de l'insalubrité des lieux d'accueil, de la pénurie d'éducateurs ou voire même de prostitution et de viol entre enfants. En réaction, Adrien Taquet a demandé au préfet dans les 3 mois un état des lieux de la manière dont ces établissements sont gérés. Direction la salle Médicis pour suivre cette audition préparée pour Public Sénat aujourd'hui par Alice Bardot et Louis Mollier-Sabet. Bonjour à tous, je suis ravi d'être devant vous ce matin. Je remercie le président Milon pour l'organisation de cette audition, effectivement que nous avions programmée. Je vous ai vu en mars dernier, j'ai été nommé depuis à peine 2 mois. Et à l'époque, j'avais déjà, je pense, dressé ce que serait l'année 2019 et les 3 gros chantiers assez structurants de mon action pour l'année 2019. J'avais parlé de pacte pour l'enfance avec 3 piliers, 2 que je vais mentionner rapidement, parce que ça ne fait pas l'objet central de cette audition aujourd'hui, mais j'y reviendrai si vous le souhaitez évidemment au détour de vos questions. Le volet prévention de mon action, avec cette idée que protéger les enfants passe parfois par mieux accompagner les parents. Et donc c'est tout le projet, cette démarche qui est incarnée aujourd'hui pour l'essentiel au travers de ce projet autour des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, avec une commission qui a été installée par le président de la République en septembre dernier, commission de scientifiques présidée par Boris Cyrulnik, qui va nous rendre ses travaux au printemps, et ce qui nous permettra d'ici l'été de présenter ce qui devrait être la première véritable politique publique dans notre pays autour des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, donc qui va de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Le deuxième pilier de l'action que j'ai menée, et qui est encore en cours, et l'actualité, là aussi chaque jour, nous rappelle du chemin qui reste à faire, mais je pense que les choses progressent et que la parole se libère, c'est la lutte contre les violences faites aux enfants. Dans la continuité du plan de Laurence Rossignol, que je salue, qui se concentrait sur les violences intrafamiliales, nous avons poursuivi ce travail, nous l'avons amplifié et élargi au-delà des seules violences intrafamiliales. Ça a fait l'objet de la présentation le 20 novembre dernier, à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, d'un plan de 22 mesures de lutte contre les violences faites aux enfants, avec pour idée d'essayer de protéger les enfants partout et tout le temps. Des mesures de prévention, de sensibilisation, des mesures autour de la prise en considération de la libération de la parole de l'enfant, des mesures de lutte contre la pornographie, des mesures de lutte contre la pédocriminalité dans notre pays, avec notamment le durcissement des peines de 2 à 5 ans pour la consultation de sites pédocriminels, et ce qui a pour effet mécanique, et c'est ce que nous recherchions en réalité, que les auteurs, que les personnes qui consultent ce genre de sites soient automatiquement inscrits au fichier des agresseurs sexuels, le fameux FIGES. Sachez, mesdames et messieurs les sénateurs, que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. C'était sur décision du juge, et que dans 50% des cas, les auteurs n'étaient pas inscrits, soit 500 personnes, qui donc pouvaient postuler à travailler auprès d'enfants, dans une crèche, sans que leur passé judiciaire puisse être retracé. Ce sera désormais terminé, et nous lançons par ailleurs, dès cet après-midi, avec la garde des Sceaux, une grande mobilisation de l'ensemble des administrations pour nous assurer que l'ensemble des administrations et surtout les établissements qui sont sous leur tutelle, et ça vaut par ailleurs pour les collectivités locales, que tout le monde a bien connaissance de la loi, c'est-à-dire de la nécessité de consulter le FIGES, que tout le monde le fait effectivement, ce qui, à mon avis, est loin d'être le cas, et par ailleurs, nous devons garantir à chacun aussi les conditions effectives de cette consultation. Certaines personnes, notamment dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance, nous disent on interroge le fichier, alors pas directement, ça passe à la préfecture, ce n'est pas chacun individuellement qui peut consulter un fichier de cette nature-là, évidemment, et la réponse met 6 mois à nous revenir. Et donc, entre-temps, on a besoin de personnel, donc on embauche et on croise les doigts très fort. Bon, ça, c'est pas possible non plus. Il faut que l'on améliore l'effectivité de cette consultation du fichier des agresseurs sexuels. L'Éducation nationale, le ministère des Sports, à cet égard, ont automatisé, revu les procédures, parce qu'ils font face chaque année à des
volume important de personnes à contrôler. Il faut qu'on s'inspire de cela. Donc nous lançons une grande mobilisation à cet égard avec la garde des Sceaux cet après-midi. Voilà, mais tout ça n'est pas l'objet de l'audition. L'objet de cette audition est plus particulièrement centré sur la stratégie donc, de prévention et de protection de l'enfance. Très brièvement vous dire que cette stratégie n'est pas la stratégie du ministre, mais la stratégie de l'ensemble des acteurs. Nous avons lancé, dès mon arrivée, une concertation de 3 mois avec l'ensemble des acteurs, donc les départements évidemment, les associations d'anciens enfants protégés, les ADEPAP, l'ensemble des services de l'État. Moi, j'avais veillé à ce que la justice, évidemment, mais aussi l'éducation nationale, bon, la santé, les sports, la culture, soient mobilisés. Parce que, et j'aurai l'occasion d'y revenir, je considère qu'on peut être exigeant avec les autres, mais que ça commence par être exigeant avec soi-même, et qu'il y a un moment où on ne peut pas indéfiniment, notamment quand il y a des crises, qu'elles soient médiatiques ou autres, se rejeter les responsabilités. Je pense que chacun doit être au rendez-vous de ses propres responsabilités. La vie d'un enfant, elle ne s'organise pas en fonction de notre organisation administrative. Et quand il est question de droit à l'éducation ou de droit à la santé, quand il est question de la pédopsychiatrie, sur laquelle je reviendrai, avant que le président Milon ne le fasse lui-même, c'est l'État qui doit être au rendez-vous. Voilà, donc il était important, cette dimension interministérielle, la mobilisation des autres ministres qui prennent part à cette concertation. Concertation de 3 mois, 6 groupes de travail sur les assistants familiaux, sur la question de la qualité de service et de la sécurité des enfants, justement, la question du handicap, gros sujet, 30% des enfants de l'ASE ont une reconnaissance MDPH, question de gouvernance, voilà, 6 groupes de travail qui nous ont remis leurs travaux, et donc le dévoilement d'une stratégie de prévention et de protection de l'enfance qui a été dévoilée le 14 octobre dernier. Et si vous me permettez, alors peut-être qu'en cette noble institution, ça sera mal vu, mais j'espère que vous me pardonnerez, mais peut-être de vous présenter un peu la philosophie et le contenu très précis de cette stratégie au prisme de ma vision de l'État. Et ma vision de l'État et de l'articulation de l'État avec les collectivités locales, notamment dans des politiques que je considère partagées, mais une fois encore, parce que l'État a des responsabilités à assumer. Si vous voulez, pour moi, l'État, le rôle, la place de l'État se divise en trois parties, 3 strates. D'une part, un État stratège, pilote, qui fixe les grandes orientations de politique publique, et qui est aussi garant des droits fondamentaux. C'est pour moi de l'ordre du régalien. Et à cet égard, les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 sont évidemment des socles importants, assez fondateurs, qui ont remis un certain nombre de choses à leur place, mais qu'il nous a semblé nécessaire peut-être d'approfondir et de concrétiser sur certains volets, notamment dans l'affirmation de cet État pilote au rendez-vous de ses responsabilités. C'est dans cette optique-là, parce que, excusez-moi, juste petite parenthèse, cette stratégie de prévention et de protection de l'enfance, ce n'est pas que la contractualisation, vous l'aurez bien compris, et c'est pour ça que je me permets d'emballer plus large. Parce qu'on a beaucoup parlé de ça, mais c'est loin de n'être que ça. Et donc, dans ce cadre d'État pilote, c'est la raison pour laquelle j'ai annoncé notre souhait de réformer le pilotage de cette politique publique de la protection de l'enfance. Le Conseil national de la protection de l'enfance doit être renforcé dans ses missions, peut-être l'occasion d'en débattre tout à l'heure avec Laurence Rossignol notamment, mais doit être renforcé dans ses missions, peut jouer un rôle de pilote plus important qu'aujourd'hui. On a aujourd'hui, fondamentalement, une situation où vous avez beaucoup d'institutions qui s'occupent de l'enfance et un constat assez largement partagé que ça manque de pilotage. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc l'idée, c'est vraiment de renforcer ce pilotage avec un modèle, une inspiration du fait de mes anciennes fonctions en tant que député notamment. Je ne sais pas si on arrivera à ça, mais avec des choses intéressantes à regarder, je trouve, côté CNSA pour le handicap.
Et avec l'idée effectivement, de renforcer le pilotage avec potentiellement le rapprochement du JPED, donc 119, l'Observatoire national de la protection de l'enfance, du CNPE, l'Agence française de l'adoption, pour ancrer définitivement l'adoption dans la protection de l'enfance. Et puis, il y a un sujet dans le sujet qui est la question des connaissances, des données. Vous savez qu'on a très peu de données sur la protection de l'enfance. Donc on a l'ONPE d'un côté, on a l'adresse, chez nous, qui fait quand même pas mal de statistiques et d'études. On a les ODPE au niveau départemental. Donc l'idée n'est pas du tout de mettre les ODPE sous la tutelle, que les choses soient très claires, mais de mieux articuler quand même les ODPE et le pilotage national, parce que les données viennent des territoires. Aujourd'hui, il y a 80 ODPE. Quand je suis arrivé, il y en avait 50. Les ODPE, c'est la loi de 2007. Maintenant, il faut qu'à horizon 2022, on ait un ODPE dans chaque territoire qui fonctionne bien, où les jeunes sont associés, qui anime la politique territoriale et qui nous fait remonter des données. Donc, renforcement de la politique pour le pilotage de la politique de la protection de l'enfance. Et puis, en pensant, mais vous y reviendrez peut-être, parce que ça fait l'objet de débats, les incidences dans le cadre des discussions sur la loi de bioéthique, mais bien penser aussi l'articulation de cette instance avec le Conseil national d'accès aux origines personnelles, le CNAOP. Bon. Pour votre information, nous avons renforcé les moyens du JPED, du 119. 400 000 € supplémentaires, 200 000 € qui viennent de l'État, 200 000 € qui viennent des départements, puisque c'est une contribution commune. Nous avons renforcé les moyens. Cela a permis de recruter 5 écoutants supplémentaires, de rendre accessible le service aux sourds malentendants, de développer un forum, un site internet pour démultiplier les canaux de contact. Autre vision nationale des choses, les assistants familiaux, les familles d'accueil. Je vais être bref. Profession traversée de doutes, d'interrogations, de difficultés. Les profils des jeunes ont changé, plus complexes, ils se sentent très seuls. Il y a une pyramide des âges très défavorable qui fait que dans chacun des départements, les assistants familiaux partent à la retraite et ils ont beaucoup de mal à recruter de nouveaux. Des départements où ils sont très intégrés dans l'équipe départementale et donc bénéficient de la formation, etc. D'autres où ils ne participent même pas à la rédaction du projet pour l'enfant. Ce qui est juste. Bon, donc il y a un vrai boulot. Ça faisait l'objet d'un des groupes spécifiquement de la concertation. Nous allons lancer, j'ai annoncé ça au colloque, une journée de travail samedi de l'UNAFAM, nous allons lancer le 27 février prochain des négociations collectives sur les assistants familiaux pour revoir les conditions d'exercice, la question des agréments, de la formation, la revalorisation financière, statutaire, symbolique de cette profession. Voilà. Donc là aussi, négociation collective, parce que c'est cet ordre-là, ce n'est pas l'État qui décide tout seul, avec les syndicats, avec les associations représentatives. Donc là aussi, l'État est dans son rôle. Par ailleurs, vous évoquiez, Monsieur le Président, des reportages qui pointent un certain nombre de choses, mais peut-être pas forcément la lumière sur les choses les plus structurantes, mais les gens qui connaissent un peu le secteur, et j'y reviendrai quand on parlera de la pédopsychiatrie, identifient bien les problèmes. Mais, vous le savez probablement, l'aide sociale à l'enfance est le seul secteur, je pense, peu de choses près, où il n'y a aucune norme, de quelque façon qu'il soit, dans les établissements, contrairement à la toute petite enfance. Donc, notamment tout ce qui a trait au taux d'encadrement, aux qualifications, à la formation des professionnels qui sont dans les établissements. Voilà, tout ça n'existe pas. Donc j'ai saisi le Conseil national de la protection de l'enfance afin qu'il puisse travailler sur le sujet des normes et des taux d'encadrement dans les établissements. Voilà. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord sur la nécessité d'un peu cadrer les choses, de l'homogénéiser, et que c'est bien pour tout le monde, à commencer par les enfants, évidemment. Voilà, donc là aussi, l'État, dans son rôle un peu d'impulsion et de pilote, mais de façon évidemment partenariale, mais d'impulsion de choses au niveau national. Alors, on ne pourrait pas faire ça si l'État n'assurait pas une deuxième fonction, qui est une fonction de contrôle. Fixer des objectifs, des grands principes, des principes fondamentaux, il faut vous assurer que ceux-ci sont bien respectés. Alors, ce sont évidemment les départements qui sont premiers responsables du contrôle des politiques publiques
qu'ils mènent, qu'ils mettent en œuvre, et de l'argent public aussi, parce que c'est aussi ça, hein, de l'argent public qu'ils donnent aux partenaires, aux associations auxquelles ils délèguent la prise en charge et l'accompagnement des enfants. Pour autant, l'État, vous le savez, a aussi une mission générale de protection des personnes. Quand la santé, la moralité, la sécurité des personnes est mise à mal, est en danger, le préfet, notamment, a une mission de protéger ces personnes-là, mais de façon subsidiaire. Bon. Le documentaire que vous évoquez mettait en lumière un certain nombre de choses que vous saviez, que nous savons. Par ailleurs, dans un département, au mois de décembre, un drame a eu lieu, dans un hôtel, où un enfant hébergé dans un hôtel a tué un autre enfant de l'aide sociale à l'enfance, hein, dans les Hauts-de-Seine. Donc, là aussi, au département d'assumer leurs responsabilités et à l'État d'assumer les siennes propres. Sur ces deux événements, en complément de tout le reste, j'ai demandé effectivement au préfet de se rapprocher des présidents de département et de me remonter sous 3 mois 2 choses. Quelles sont les procédures d'alerte d'événements indésirables mises en place par les présidents de département quand il se passe quelque chose, puisqu'il y a une obligation de prévenir le préfet. Donc, est-ce que ces procédures existent bien et sont-elles mises en œuvre? Et par ailleurs, c'est une obligation de la loi, par ailleurs, quels sont les plans de contrôle mis en place par les départements sur leurs établissements? Voilà. Et sous 3 mois, les préfets vont me remonter tout ça, et nous allons voir si les choses sont de nature à assurer la sécurité des enfants, parce que c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Et en fonction, nous établirons notre propre plan de contrôle s'il y a des endroits où ça ne nous semble pas être satisfaisant. C'est notre responsabilité. Sachez, sur la question des Hauts-de-Seine et du meurtre que j'évoquais, que j'ai demandé à l'Inspection générale des affaires sociales de mener une mission sur la politique de l'enfance dans les Hauts-de-Seine et sur ce cas en particulier, savoir ce qui s'est passé. Et au-delà de ça, j'ai demandé à l'Inspection générale des affaires sociales de mener une mission nationale, cette fois-ci sur le territoire, sur la question des enfants dans les hôtels. Parce que c'est un sujet que l'on connaît tous. Il n'y a pas que des mineurs non accompagnés. Il y a aussi des enfants dits complexes ou, terme terrible, enfin terrible, odieux, d'incasables, hein, qu'on va bannir de notre vocabulaire. C'est aussi eux qu'on finit par mettre à hôtel parce qu'on ne sait pas les prendre en charge. Donc moi, je veux savoir combien il y a d'enfants dans les hôtels, pourquoi ils sont là, quel est leur profil, et qu'on décide ensemble ce que l'on fait. Voilà, et qu'on arrête de laisser ce sujet de côté. C'est un sujet complexe, hein, voilà, mais je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on s'y attelle ensemble. Et puis, il y a l'État partenarial. L'État visionnaire, l'État pilote, l'État qui contrôle et l'État partenaire. Et dans cette relation avec les départements, en l'espèce, sur la mise en œuvre de cette politique. Et une fois encore, partenariat, ça veut dire que chacun doit être au rendez-vous de ses propres responsabilités. Et là, une fois encore, être exigeant, moi je suis d'abord exigeant avec nous, avec l'État. C'est une compétence partagée et je n'ai pas de mal à dire que depuis que l'État a décentralisé cette politique, il a eu probablement tendance à considérer que c'était plus trop sa compétence à lui. Voilà. Alors que c'est une compétence partagée, selon moi. Et on ne peut pas renvoyer toutes les difficultés au département. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle, sur des champs de compétences étatiques, nous œuvrons pour améliorer la situation des enfants. Je vais vous prendre 2 exemples. La pédopsychiatrie et la santé mentale des enfants. Ça fait 30 ans que la psychiatrie dans notre pays est délaissée, et donc nous en payons les pots cassés aujourd'hui. Donc, dès avant ma nomination, Agnès Buzyn avait présenté une feuille de route pour la santé mentale, avec un certain nombre de mesures. La nomination d'un délégué interministériel, qui est sur ces sujets pédopsychiatrie comme sur les autres, parce que vous avez la même chose sur la psychiatrie adulte, sur la santé mentale en prison, enfin bon. Une enveloppe de 100 millions d'euros, dont 20 millions d'euros ont été fléchés sur la pédopsychiatrie. Donc là, je ne suis pas spécifiquement sur l'aide sociale à l'enfance, hein, je suis sur tous les enfants, mais de facto, ça bénéficie aussi aux enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et puis en prévention aussi.
20 millions d'euros, ce qui a permis en décembre dernier de sélectionner 35 appels à projets émanant des territoires et qui vont pouvoir se mettre en œuvre dès maintenant. Création d'une équipe mobile, création de CESAD, de places de jour, voilà, en fonction des besoins, des priorités, des manques sur les territoires. Vous avez un fonds d'innovation en organisation pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui est doté de 10 millions d'euros et qui a permis là aussi de sélectionner, parmi un certain nombre de projets, de financer 19 projets pour les enfants et les adolescents. Nous essayons de reconstruire une filière, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc ces 2 dernières années, nous avons créé 20 postes de chefs de clinique en pédopsychiatrie, et avec l'idée de pouvoir avoir un PUPH par faculté. Voilà. Donc et que ça crée des internes, etc. Mais ça va prendre 5, 6 ans, 7 ans. Hein. Ouais. Mais bon, il faut bien commencer. Sur la question de la santé, plus largement, les parlementaires que vous êtes avaient voté dans le dernier projet de loi de finances de la sécurité sociale l'obligation d'un bilan de santé obligatoire des enfants à l'entrée à l'aide sociale à l'enfance, avec la création d'un forfait consultation complexe pour les professionnels. Et par ailleurs, l'année dernière, nous avons commencé à expérimenter dans le cadre de l'article 51 du PLFSS des parcours de soins pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, expérimentation dans 3 départements que cette année nous étendons à 10 départements. Voilà, et en espérant que l'expérimentation s'avère pertinente, efficace, et que nous puissions l'étendre à l'ensemble des départements le plus rapidement possible. Sur ces 10 départements, c'est 10 millions d'euros supplémentaires qui sont investis sur la santé de ces enfants. Et puis, il y a le volet contractualisation, dont Alors, la logique était, effectivement, sur toute une partie des actions, de proposer au département de contractualiser, un peu dans le même esprit que ce qui a été fait sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Avec une différence, mon souhait d'éviter un effet de saupoudrage, et donc de vouloir concentrer les investissements sur 30 départements, puis 30 départements l'année prochaine, et pour couvrir l'ensemble du territoire, avec une montée en charge budgétaire d'ici à 2022. Il y avait un socle. Il y a quelques conditions et un socle commun, obligatoire, proposé au département. Les quelques conditions, c'est que pour contractualiser, par exemple, il faudra avoir un ODPE qui marche. Voilà. Exemple parmi quelques autres petites choses qui doivent permettre quand même de faire converger les pratiques. Et puis dans les socles obligatoires, il y avait 2 choses. On demandait au département 2 choses. On leur demandait, d'une part, dans les projets qu'ils nous remontent, qu'il y ait des choses qui concernent la PMI et un investissement dans la PMI, voilà, parce que stratégie de prévention et de protection de l'enfance, voilà. Envie de réarmer la PMI, très belle institution auquel on a demandé de plus en plus ces dernières années sans forcément lui donner les moyens de le faire. Donc il y a tout un travail par ailleurs qui est fait sur la PMI. Et deuxièmement, de nous remonter des projets sur la prise en charge des enfants en situation de handicap. Voilà. Puisque, là aussi, si vous avez vu le fameux documentaire, la jeune Francine, qu'on voit à un moment, qui est déficiente mentale, la question que ça soulève n'est pas tant la question de la formation des professionnels, c'est peut-être une question de formation, mais c'est surtout que cette jeune fille ne devrait pas être là, en fait. C'est ça le sujet. Pas ça ce qui est dit dans le reportage, mais c'est ça le sujet. Et nous devons inventer des formes nouvelles d'accompagnement de ces enfants, parce que c'est les enfants qui sont au croisement du social et du médico-social. Et quand dans notre pays qui aime bien fonctionner en silo, vous êtes au croisement de 2 politiques publiques, c'est pas de chance, parce que vous tombez dans le trou entre les deux. Voilà. Et il faut qu'on invente les territoires, et il y a des choses qui existent. Les associations inventent une forme nouvelle, décloisonnée, désilotée, d'accompagnement social et médico-social de ces enfants. Voilà, donc ça, voilà. Et puis par ailleurs, il y avait 4 grands chapitres dans la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, et donc au département de nous soumettre des projets. Et donc, il y a 62 j'ai écrit à tous les présidents de département en novembre pour leur dire, voilà, on a bâti cette stratégie ensemble, on vous propose de contractualiser, on a 80 millions d'euros à mettre, on attend que vous investissiez de votre côté aussi, en miroir. Est-ce que ça vous intéresse ? Alors, il y a 62 départements qui nous ont répondu favorablement, et pas juste un mail en nous disant on veut y aller.
des vrais dossiers de 5-6 pages avec des projets détaillés. Et nous en avons donc choisi 30. J'ai annoncé les 30 lundi dernier. Les critères de choix, ça a été d'une part l'enfant, le premier critère. C'est là où il y avait le plus de fragilité, de difficultés, d'urgence peut-être, et des territoires dont on sait que certains cumulent plusieurs difficultés. Premier critère. Le deuxième critère, c'était aussi la pertinence des projets qui nous étaient proposés par rapport aux besoins des enfants et du territoire. Voilà, quelques exemples. Je crois que c'est en Allier, dans l'Allier, pardon, un projet de... Pardon ? Non, j'ai dit... Non, j'ai dit qu'il y avait la pertinence de certains projets. Non, mais je ne sais plus, c'était sur l'intervention à domicile entre 0 et 6, c'était Meuse ou Allier. Ah, c'était dans la Meuse. En plus, c'est la Meuse que j'avais en tête. Non, mais voilà, un programme d'intervention à domicile centré sur les 0-6 ans dans la Meuse, par exemple. Voilà. Et dans l'Allier, mais il y avait quelque chose de très bien dans l'Allier aussi. Bon. Voilà, donc pertinence des projets. Et puis par ailleurs, on a veillé aussi, ce n'était pas les critères, mais on a veillé aussi à avoir à la fois des zones urbaines et puis des zones plus rurales. Donc il y a la Creuse, il y a les Ardennes, ce Ferreur. Voilà. Bon. Et puis par ailleurs, c'était pas non plus. Enfin, moi j'avais à cœur quand même que l'outre-mer, voilà, où on sait qu'il y a quand même un certain nombre de problématiques, l'outre-mer soit dans la contractualisation et qu'on puisse aider. Moi j'ai fait un voyage en Guyane au mois de décembre sur le sujet. On a commencé à travailler avec le président du conseil départemental, avec ses équipes, la communauté territoriale, pardon. Et voilà, donc il y a la Guyane et la Réunion qui ont postulé, qui sont dans la contractualisation. Voilà. Et puis il y a la Corse aussi qui contractualisera. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a les 4 départements du Nord aussi. Il y aura plein de questions qui vont arriver. Voilà, il y aura plein de questions. Donc, mais voilà. Donc, donc, oui, je termine juste pour le calendrier. Donc, les 30 ont été lancés. Donc, maintenant, l'idée, c'est de rédiger les contrats, c'est-à-dire de travailler sur les projets. On va vraiment avoir 30 contrats très personnalisés et très territorialisés, parce que l'idée, c'est vraiment, pour chaque territoire, voir comment on peut améliorer la situation. L'idée, c'est que d'ici à fin juin, ça soit bouclé, signé, pour que ça puisse vraiment démarrer concrètement. Et l'idée, c'est de très vite enchaîner sur les 30 de l'année prochaine, pour que d'ici au 31 décembre de cette année, tout le process soit fait, c'est-à-dire la sélection, la rédaction des contrats, et que dès le 1er janvier 2021, là, ça puisse partir. On essaie de rattraper un peu le temps. Donc on va commencer à travailler déjà sur la prochaine vague. Voilà, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la contracte qu'il n'y a pas plein d'autres choses qui se passent par ailleurs et qu'il ne faut pas continuer à faire des choses bien. Voilà en gros ce que j'avais à vous partager avec vous à ce stade ce matin. Merci bien. Donc, je vous rappelle, le ministre doit nous quitter à 10h30 et j'ai pour l'instant 15 inscrits. Donc, je vais d'abord 16 maintenant. Madame Deroche. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire court. Monsieur le ministre, je suis arrivée un petit peu quelques minutes de retard, mais j'ai vu que vous étiez en effet sur les sujets du FIGES. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y avait aussi le croisement des fichiers des départements dans les agréments ou les pertes d'agréments. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de remontée et de croisement des fichiers qui faisait que les familles passaient d'un département à l'autre. Sur le FIGES, un point important, il ne faudrait pas qu'il y ait possibilité d'effacer la peine, parce que ça s'est produit dans une commune de mon département. Et malheureusement, la personne a continué ses agressions sexuelles après, sans que la commune puisse être au courant. Moi, je vais aborder un sujet qui est pas vraiment celui-là, mais qui est d'actualité, qui concerne le deuil de l'enfant. J'ai vu que vous aviez fait des déclarations. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, mais j'avais, avec le président Milon et de nombreux membres du groupe, déposé en juillet 2019 une proposition pour accompagner les familles dans le cadre de deuil d'un enfant, une proposition travaillée avec une association de mon département qui s'appelle l'association Audrey Méningite France. Et il y avait les 4 propositions, une qui tenait à, j'ai vu que vous l'aviez évoqué, à une prise en charge des frais d'obsèques sous conditions de ressources,
La première, c'était une poursuite des prestations familiales jusqu'au 3e mois après le décès de l'enfant. Ça se fait, je crois, pour la page, mais c'était pour l'ensemble des prestations familiales. Il y avait un autre point, parce que c'est une expérimentation qui est faite en Maine-et-Loire sur la transmission automatique par les services d'état civil de la ville d'Angers du décès de l'enfant aux caisses d'allocations familiales, ce qui soulage les familles aussi de cette démarche, parce que souvent on leur dit qu'il y a que ça n'a pas été transmis, on leur fait rembourser les aides, c'est très compliqué. Et le dernier point était la gratuité de la renégociation des emprunts. Donc je voulais vous faire part de cette proposition de loi, parce que si un texte arrive au Sénat, je souhaiterais pouvoir greffer ce type de proposition, à moins qu'il soit adopté auparavant. Voilà, je vous remercie. Merci. Maintenant, vous êtes 18. Madame Doineau. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, pour nous avoir tracé en fait votre feuille de route. Et je voudrais vous remercier aussi pour votre détermination. Alors, c'est vrai que le reportage d'M6 il y a quelques semaines a choqué. Il était fait dans cette intention, il était uniquement à charge et il laissait à penser que tous les départements, en fait, se comportaient de la même façon. Ça a été très difficilement apprécié par les professionnels de la protection de l'enfance qui sont toujours, mais quotidiennement, dans un état de tension extrême. Et pourquoi ils sont dans une tension extrême? Parce que ces dernières années, on a vu arriver des publics à la protection de l'enfance qui ont effectivement des profils très complexes. D'une part des délinquants, parce qu'il faut quand même dire aussi qu'au niveau de la PJJ, on aurait vraiment besoin d'un renfort. Et ces enfants que nous accueillons aujourd'hui, qui sont à la limite du pénal et qui sont des vrais dangers pour les autres enfants, en tout cas ne devraient pas être pris en charge par la protection de l'enfance. Et nous le faisons parce qu'il n'y a pas autre chose. Et donc l'appui de la PJJ, il faudrait le renforcer. De l'autre côté, vous l'avez souligné, 25% à peu près des enfants qui ont un problème de handicap. Évidemment, les handicaps ne sont pas tous les mêmes, mais on voit quand même aujourd'hui que comme nous n'avons pas de ressources dans les départements en termes de pédopsychiatrie, eh bien, on se retrouve à calmer des enfants qui sont en décompensation, qui devraient être suivis sur le long terme de façon médicale et qui ne peuvent pas l'être. Et donc, on demande à nos professionnels, finalement, d'avoir ces compétences qu'ils n'ont pas. Et puis, le troisième sujet, c'est évidemment la prise en charge des MNA. Alors, sur ces trois feux, les départements ont été mis à mal. Parce que voilà, ça fait trop d'un seul coup. Alors, je ne veux pas donner d'excuses aux départements, parce qu'il n'y a pas d'excuses par rapport à la protection de l'enfant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a des compétences à partager et il y a aujourd'hui des manques qui sont cruels. Donc, je vois que vous y avez déjà travaillé. En tout cas, ce qu'il faut, c'est, je pense, sans doute avec l'idée de renforcer le pilotage, donner avec l'Association des départements de France l'idée qu'on va fédérer, qu'on va animer et inspirer le travail de la protection de l'enfance. Je pense que ce qui manque finalement, c'est cette espèce d'animation sur le plan national des politiques de protection de l'enfance. Alors après, je vais un petit peu m'éloigner. Il faut être concis. Oui, je vais être très rapide. Sur les 1000 jours, je voulais savoir quel rôle de la PMI, parce que là, ça a été très vite ébauché, mais très franchement, aujourd'hui, les PMI se posent des questions sur leur implication dans tout ça. Et puis, sur un problème que je rencontre, comme beaucoup d'autres dans les départements, le syndrome du bébé secoué. Alors, c'est une question peut-être, comment dirais-je, annexe, mais en réalité, c'est un vrai sujet. Dans les départements, on a tous été confrontés à ça. Et je crois qu'une communication importante et des recommandations de la Haute Autorité de Santé ont permis de sensibiliser. Mais c'est continuellement à refaire, et en particulier auprès des professionnels de santé, auprès, bien sûr, des parents. Mais face à cela, je pense que ces recommandations sont parfois discutées, des affaires ont été portées devant la justice. Quel bilan tirez-vous, en fait, des mesures qui ont été mises en place et comment on peut aller plus loin tous ensemble? Bon, je vous remercie. Merci. Monsieur Bonne. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, oui, merci pour les présentations, la présentation du plan
de l'État. Moi, je suis un peu surpris quand même. On a l'impression d'une recentralisation totale de la protection de l'enfance. Et alors, comme nous sommes assez nombreux, là, comme anciens présidents de département ou vice-présidents chargés des affaires sociales, je voulais en dire un mot et vous dire que aujourd'hui, effectivement, dans l'article qui a été fait, l'émission qui a été faite sur M6, on a pris quelques cas très particuliers. Et à la limite, c'est un travail journalistique habituel qui fait qu'on prend les cas les plus horribles, si l'on peut dire, et on ne montre pas tout le travail qui est fait par ailleurs. Je crois aussi que les présidents de département qui ont répondu presque en disant on va tout de suite mettre en action une mesure de contrôle. Or, c'est pas ça j'aurais pas répondu ça à leur place, j'aurais plutôt dit voilà ce que nous faisons aujourd'hui et les difficultés qu'on a effectivement pour contrôler tous ces établissements. Parce que, pour l'avoir vécu pendant pas mal de temps, et je crois que mes collègues, anciens collègues, le comprendront, aujourd'hui, les responsables de la protection de l'enfance sont le président du département et la justice. L'État n'intervenait que dans la mesure où il y avait la pédopsychiatrie qui pouvait effectivement aider, mais l'État n'intervenait pas plus. La justice, qui normalement n'est que subsidiaire, d'après la loi de 2007, n'a pas rempli le rôle qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire qu'elle a toujours été en avant par rapport aux décisions qui étaient prises pour les enfants, et le président du département n'était souvent là que pour payer le placement de l'enfant et non pas intervenir directement auprès de l'enfant pour suivre son devenir. Je crois que c'est là toute la difficulté. Comment voulez-vous qu'un président de département ou ses services puissent contrôler un établissement dans la mesure où souvent il ne sait même pas où est placé l'enfant, pas toujours, et que c'est le juge qui a la main uniquement pour la suite de ce qui est fait pour cet enfant. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous proposez de renforcer le contrôle. Ce contrôle, il doit être beaucoup plus effectif, effectivement, dans les départements. Mais donnons peut-être vraiment la responsabilité au président de département de s'occuper des enfants qui lui sont confiés. Et puis, peut-être modifions un peu la façon de prendre en charge ces enfants. On n'a aucune évaluation, je vais essayer de raccourcir, Monsieur le Président, on n'a aucune évaluation qui a été faite, aucune évaluation crédible qui a été faite, ni par les services de la DAS, ni par ceux du département de toutes ces années, et on ne sait pas si l'argent considérable qui est dépensé au niveau des départements a une efficacité suffisante. Vous parlez de 80 millions d'euros qui seront répartis entre 30 départements. J'ai calculé, ça fait à peu près 2,5 millions par département. Un département comme le mien, qui représentait à peu près 1/100, c'était 100 millions d'euros qui étaient dépensés chaque année pour la protection de l'enfance. Donc les sommes sont considérables et l'efficacité, on n'est absolument pas certain qu'elle soit réelle. Donc c'est en cela, je crois qu'il faut modifier les choses, ou revenir au système de la DAS et des enfants de la DAS, ou essayer de voir avec des départements quelles seraient vraiment les possibilités qu'ils ont pour s'en occuper. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur le ministre qui souhaite 3 par 3. Vous mettez 3 minutes 30 par intervention. Il y en a 20. Ça fait 1 heure d'intervention. Il n'y aura pas de réponse du ministre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bon, alors je vais essayer d'être rapide. Risque d'être un peu lapidaire, mais Madame Desroches, alors sur les agréments fichiers, très rapidement sur la question des fichiers, des agréments, etc., ça sera dans le cadre. Cette question-là, notamment pour les assistants familiaux, ça sera dans le cadre de l'ouverture des négociations collectives sur les assistants familiaux. On a bien ce sujet en tête qui est connu depuis un certain nombre de temps. C'est à cette occasion-là qu'on veut le régler. Je ne sais pas si c'est un fichier national la solution ou d'autres solutions, mais on va s'attaquer effectivement à ce sujet-là et revoir les conditions d'agrément. Sur la question du FIGES, j'ai entendu votre point. Et sur le deuil de l'enfant, oui. Bah, écoutez, merci de nous avoir, on l'avait identifié, mais remis la lumière sur votre proposition de loi. Écoutez, en 2 mots, que vous dire là-dessus? Je ne vais pas forcément revenir sur la semaine dernière, je vais plutôt me projeter sur les jours et les semaines à venir, et même ce qui a commencé hier, c'est-à-dire que maintenant l'idée, je pense, partagée par tout le monde, et ça a été exprimé aussi sur les bancs de l'Assemblée nationale hier, à commencer par le rapporteur Bricout lui-même. L'idée maintenant, c'est de voir comment on saisit l'occasion d'imaginer, de bâtir une réponse d'accompagnement globale pour, autant que faire se peut,
soulager ces familles confrontées à un tel drame. Voilà. Et alors c'est la raison pour laquelle des parlementaires, des députés qui aussi avaient travaillé de leur côté, notamment sur la question des frais d'obsèques ou du capital décès, s'agissant de Sérène Maubonne, continuent à travailler. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu hier au ministère des Solidarités et de la Santé avec Muriel Pénicaud une grande partie, un certain nombre d'associations, une dizaine d'associations qui accompagnent les familles confrontées au deuil pour qu'elles partagent avec nous leur expérience, leur expertise et qu'elles nous donnent un peu quelles pourraient être les solutions très concrètes. Parce que, et d'ailleurs, ce qu'il y a dans votre proposition de loi recoupe largement ce qui a été évoqué hier, et on voit que c'est souvent des petites choses très concrètes et qui ne sont pas très compliquées à résoudre, mais qui peuvent vraiment soulager, une fois encore, autant que faire se peut, la vie des familles. On va recevoir aussi les partenaires sociaux tout à l'heure, parce qu'il y a la question de l'allongement du congé et de qui finance, et ça, franchement, en vrai, il n'y a pas de sujet ni d'inquiétude, hein. Voilà, on va trouver. Et puis, il y a tout ce qui est autour, frais d'obsèques, accompagnement psychologique, accompagnement social, groupe de parole, soutien des associations sur les territoires. Bon, voilà. Donc, c'est dans cette démarche maintenant, collective, constructive, et vraiment avec le souhait d'apporter une solution aux familles et de l'apporter rapidement, vite, voilà, qu'elles le sentent dans leur quotidien très rapidement, que l'on s'inscrit. Et donc, la proposition de loi Bricout a été inscrite, sauf erreur, à l'ordre du jour du Sénat du 3 mars prochain. Donc, ce sera l'occasion d'essayer de bâtir ça. Le gouvernement apportera probablement des amendements. Voilà, et puis, il y aura des débats avec les sénateurs. On va avoir l'occasion d'évoquer le sujet. Voilà. Madame Doineau, sur le reportage, vous avez raison de le dire, et j'aurais dû le dire, et je m'en excuse. Il faut être intransigeant avec les gens de situation qui sont montrés, et pour autant, il ne faut évidemment pas réduire l'aide sociale à l'enfance à ces cas. Et l'aide sociale à l'enfance, dans notre pays, sauve aussi des milliers d'enfants tous les ans, et c'est aussi des milliers de professionnels engagés qui rendent ça possible. Voilà. Et il faut le dire, vous avez raison de le dire. Et d'ailleurs, en réaction à ce reportage, il y a eu quelques anciens enfants protégés qui ont pris la parole pour dire, mais ce n'est pas que ça, moi ça m'a sauvé la vie, etc. Voilà. Sur la PJJ et sur... j'ai oublié de mentionner quelque chose, enfin ça répond un peu à une question. On va mettre en place sur les territoires des instances quadripartites avec procureur, PJJ, département et président du tribunal. Voilà. Pour qu'il y ait meilleure animation territoriale, meilleure coordination entre ces instances, pour essayer notamment de réduire les délais, c'est un peu ce qu'évoquait aussi M. Beaume, réduire les délais d'application des peines, enfin des peines, pardon, excusez-moi, des mesures, excusez-moi pour le lapsus, malheureux, des mesures, voilà, parce qu'effectivement vous avez dans certains cas des juges qui prennent des décisions sans savoir si derrière il y a des places et si elles sont mises en œuvre. Voilà, mise en place de cette instance quadripartite pour qu'il y ait davantage d'échanges d'informations et que ça fonctionne mieux. Sur les 1000 jours, rapidement, sur la PMI. La PMI aura un rôle important à jouer dans le cadre des 1000 jours. Ce sera un acteur important, pas exclusif. Il y a énormément de professionnels qui sont en contact et d'instances qui sont en contact avec la petite enfance aujourd'hui. Vous avez les PMI, vous avez les CAF, vous avez les libéraux, vous avez les communes, vous avez les départements. Voilà, donc on est plus dans l'idée de créer un parcours, pas de créer de nouvelles instances qui viendraient rajouter une feuille au millefeuille, mais plutôt de s'appuyer sur l'existant. La PMI, par ailleurs, est un sujet en soi. Michel Perron, la députée, a dit qu'il fallait sauver les PMI. Il y a un certain nombre de choses que vous avez déjà votées. Dans le dernier PLFSS, vous avez voté la base légale qui permet de faire de la délégation de compétences des médecins de PMI aux infirmières puéricultrices. Parce qu'on a besoin de dégager du temps médical. Vous savez que je crois 80% des médecins de PMI qui étaient en poste il y a 2-3 ans seront à la retraite dans 2-3 ans. Oui. Bon. Donc on a un sujet de désertification médicale, d'attractivité de ce métier-là qu'il faut revaloriser aussi dans les filières de formation, hein, parce que alors que c'est un très beau métier, je ne suis pas sûr que ce soit le métier le plus valorisé dans les cursus. Et puis il faut dégager du temps médical. Dégager du temps médical, ça passe aussi par la question,
des agréments. Alors le rapport Perron disait il faut transférer les agréments du collectif et de l'individuel, de l'accueil jeunes enfants, au CAF. Voilà. Mais sans dire comment. Donc c'est la raison pour laquelle avec Agnès Buzyn, nous avons missionné l'IGAS, qui va nous rendre son rapport dans les semaines à venir, dire voilà, si on doit transférer ces compétences-là, à qui on les transfère et à quelles conditions. Voilà. Donc ça c'est parce qu'il faut que ça soit, que ça ait du sens. Je pense que ça a du sens. Et il faut que techniquement, ça soit évidemment très solide. Voilà. Et puis, il y a une volonté de réinvestir dans la PMI, contractualisation. L'État est prêt à mettre de l'argent dans les PMI et encourage les départements qui ne le font pas, parce qu'il y a plein de départements qui investissent beaucoup dans leur PMI, à le faire davantage. Monsieur Forissier. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, je suis un peu dans la continuité de mon collègue Bernard Bonne. J'ai aussi des responsabilités dans un département qui est le département du Rhône, qui aujourd'hui a créé une métropole, donc on est en train de revisiter l'ensemble des politiques publiques dans ce domaine. Alors, moi, ce qui m'a surpris la première fois que j'ai organisé dans cette action, où j'ai eu une très, très forte action, parce que j'avais une commune qui avait le record de la délinquance des mineurs dans l'est de l'agglomération lyonnaise, et je me suis occupé des établissements pénitentiaires pour mineurs, des centres fermés, enfin de toute et y compris de l'adoption. Ce que j'ai remarqué, et où j'aimerais bien que l'action gouvernementale s'implique, c'est quand on est dans une organisation, quand on parle de la jeunesse semi-délinquante, pré-délinquante, des termes que je n'aime pas beaucoup, on rentre dans une complexité énorme. Le premier comité de pilotage que j'ai organisé, j'avais 80 personnes pour le département du Rhône. Parce qu'on m'avait mis, voilà, il faut que toutes ces personnes soient insistées. En gros, on n'a pas de pilote dans l'avion. Et je ne pense pas qu'on puisse non plus, comme j'ai l'impression que ça se fait aujourd'hui, de tout vouloir piloter de Paris, qu'il faut vraiment que les départements aient deux choses. Tout d'abord, le pilotage et les moyens. Aujourd'hui, vous avez fait un bon exposé théorique, mais qui, je suis au regret de vous le dire, on est dans l'incapacité de l'appliquer sur le terrain, tout simplement par manque de financement et de moyens. Tout ce qui est psychiatrie, pourtant, on n'est pas les plus mal dotés dans le Rhône. On a l'hôpital Le Vinatier, il y a des antennes départementales dans tous les coins, mais même si on voulait aller au fond des choses, on n'y arrive pas. Et de grâce, quand vous parlez de taux d'encadrement, je voudrais qu'il ne soit plus fixé systématiquement par l'État. Parce que quand on fait des travaux avec des groupes, ils ont des difficultés quand on constitue les groupes. Il vous faut quelquefois un encadrant pour 5, quelquefois 1 pour 10 et quelquefois 1 pour 7. Ça dépend à la fois de l'encadrant et ça dépend à la fois aussi des difficultés du groupe. Comme maintenant, on essaye, toutes les fois que c'est possible, de mettre les enfants handicapés. C'est la stratégie que je partage complètement en fonction de leur niveau de handicap avec les enfants qui en ont moins. On va dire tout le monde peut avoir un handicap, hein, ça c'est la réalité des choses. Donc là c'est la première des choses que je souhaiterais. Et puis la deuxième des choses, c'est que vous parliez moins de théorie et plus de financement. Merci. Madame Meunier. Merci, Monsieur le Ministre. À vous entendre, on se dit que celles et ceux qui réclamaient un ministère à la protection de l'enfance avaient raison, parce que depuis 1 an que vous êtes là, on sent que le sujet est pris en compte et que les choses se mettent en place dans une cohérence et une continuité, vous l'avez dit, que je salue. Moi, je voudrais, parce que je n'ai pas très bien compris la réponse que vous avez donnée à Catherine Desroches sur les fichiers. Il s'agissait de vous demander, je pense que Catherine, c'est ce qu'elle voulait, de faire en sorte que ceux qui emploient des adultes auprès des enfants soient assurés que leurs antécédents ne soient pas entachés par quelconque affaire d'agression ou de violence sexuelle.
Donc là, je n'ai pas trop compris la réponse que vous avez faite. Moi, je voulais attirer votre attention sur un phénomène ou un élément un peu récent dans la protection de l'enfance. J'en veux pour preuve ma visite lundi dernier au centre maternel Saint-Luc. Votre voisin de droite voit de quoi je parle. La responsable attirait mon attention sur le fait que le CHU, la maternité du CHU de Nantes, adresse directement des jeunes accouchés avec leur bébé de 2 jours, 3 jours, et les adresse au centre maternel. Accueillir un bébé de 2 jours, c'est pas comme accueillir un bébé de moins de 3 ans. Est-ce que c'est une thématique, ces femmes à la rue, enceintes, avec enfants, que vous pouvez aussi prendre en compte dans les différentes mesures que vous déployez sur la prévention et sur l'action des enfants et des femmes, puisque justement, vous le disiez, plus l'enfant est jeune et plus on s'intéresse à sa mère et à la relation avec son parent. Donc voilà, est-ce que vous pensez, parce que le CHU adresse ses bébés et ses mères au centre maternel par défaut aussi, parce qu'il n'y a pas d'assistant familial, d'assistante familiale spécialisée ou en tout cas qui s'adresse à ces très jeunes enfants, ces bébés, hein, c'est à la sortie de la maternité. Est-ce que vous pensez développer peut-être un axe particulier pour la prise en charge spécifique de ces très jeunes bébés? Et c'est vrai que, par expérience, les assistantes maternelles ne sont pas tellement enclines à accueillir des tout petits bébés, parce qu'il y a la relation avec le parent qui est à prendre en compte. Donc, parfois, le foncier, tout simplement, tout bêtement, hein, l'appartement qu'on occupe ou la maison qu'on occupe n'a pas les mètres carrés suffisants en centre-ville ou en métropole pour pouvoir accueillir ces bébés. Voilà, donc c'était sur ce focus-là spécialement que je voulais attirer votre attention. Sur le reste, je n'ai pas franchement de questions. Je trouve que les choses vont encore une fois dans la continuité et en partenariat, que je salue. Simplement, la question, c'est quelles mesures d'évaluation vous avez pour tout cela? Parce qu'entre les plans, les stratégies, les rapports, et dernièrement, donc, un rapport qu'on va attendre pour l'IGAS et sur la PMI, comment est-ce que globalement on évalue tout cela? Merci. Merci. Madame Bonfanti. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, on ne peut évidemment que se réjouir des annonces qui viennent d'être faites et investir pour la protection de l'enfance. Cependant, je voudrais relever quelque chose qui me contrarie un peu. Il semble que les mineurs non accompagnés échappent un petit peu à cette stratégie. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, je voudrais savoir si vous travaillez de concert avec le ministre de l'Intérieur sur ce sujet, parce que tant que les filières des mineurs non accompagnés ne seront pas démantelées, les moyens de la protection de l'aide à l'enfance ne seront pas suffisants. Et puis, lors de votre annonce qui était mi-octobre, un certain nombre d'associations, comme l'UNICEF, avaient pointé le manque de moyens dévolus à cette stratégie. Est-ce que vous avez pu travailler à nouveau avec elles et quelle est leur lecture de cette nouvelle stratégie? Merci. Merci. Je vous laisse répondre, Monsieur le Ministre. Oui. Alors, attendez. Sinon, je peux continuer. Hein, si je vais répondre plus rapidement. Monsieur Forissier, sur le pilotage, laisser le pilotage au département au niveau territorial, oui, évidemment. Et d'ailleurs, les ODPE sont l'instance. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, il est temps qu'elle fonctionne. C'est la loi de 2007. On est en 2020. Donc, moi, c'est un constat que je fais. Hein. Voilà, donc c'est l'instance qui doit animer territorialement la politique de l'enfance. Et à raison, je veux dire. Enfin, là-dessus, je vous rejoins totalement. Et alors, sur les taux d'encadrement, vous avez raison, ce que vous pointez, et vous avez totalement raison. C'est très complexe comme sujet, parce que vous avez raison, c'est des réalités humaines en réalité. Voilà. Et donc c'est difficile de faire des normes, mais pour autant, d'une part, ça se fera avec les territoires et les professionnels, parce que c'est eux qui savent et qui le vivent tous les jours. Et je pense qu'on peut quand même fixer un cadre, et puis peut-être les éléments de souplesse nécessaires que les professionnels pointeront. En tout cas, c'est dans cet esprit, là aussi, je vous rejoins. Sur la question des moyens, écoutez,
et dans le cadre de la contractualisation, et je réponds un peu en anticipation à Madame Bonfanti, et dans le cadre de la contractualisation, souvent là, on s'est un peu focalisé sur les 80 millions d'euros, mais par ailleurs, vous l'avez vu sur la pédopsychiatrie, et puis je vous ai pas tort qu'on a... Moi, je sais que les moyens, c'est important. Moi, j'ai un peu de mal à rentrer par les moyens. Je préfère rentrer par le sens. Et puis, parce que voilà, je pense, comme le disait M. Baume, je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur comment est utilisé l'argent actuellement. Mais voilà, il y a aussi, je ne vous ai pas parlé des 70 juges et des 100 greffiers pour les tribunaux des enfants que avait annoncé la ministre de la Justice. Enfin voilà, donc on aurait pu additionner, globaliser, on serait arrivé à plus. Mais je pense qu'on essaye, en tout cas, dans la mesure du possible, d'investir où c'est nécessaire. Alors, sur le contrôle des antécédents, Mme Meunier, l'idée, c'est effectivement de faire en sorte que tout établissement ou personne, puisque en réalité, la question du FIJES, on l'a étendue aussi aux assistantes maternelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est que voilà, quand vous confiez votre enfant à une nounou, vous allez pouvoir, et alors ça nécessite de voir le modus operandi, mais l'idée est aussi de l'étendre au privé dans ce cadre-là. Et par ailleurs, toutes les autres structures en contact avec la petite enfance, normalement, peuvent consulter le... Enfin non, c'est pas normalement, elles peuvent consulter le fichier. Et je pense qu'il y a effectivement une question de mise en œuvre, d'opérabilité, d'effectivité. C'est la raison pour laquelle, avec la garde des Sceaux, on mène un audit avec tous les ministères et toutes les structures qui sont sous leur tutelle, de comment ça se passe et pour faire en sorte que ça se passe effectivement. Mais je vous rejoins sur l'objectif. Sur les femmes enceintes, c'est un sujet, pardon, les femmes à la rue, enceintes ou avec des très très jeunes enfants. C'est un problème qu'on a identifié, sur lequel on a été alerté, sensibilisé par les personnels hospitaliers, notamment dans le 93, mais aussi à Paris, et puis aussi à Bordeaux. J'étais en déplacement à Bordeaux, ils ont aussi quelques cas. Pardon ? Oui, dans les grandes métropoles. Alors notamment sur l'Île-de-France, on a mobilisé l'Agence régionale de santé. Voilà, et l'idée est de créer des unités passerelles. C'est des dispositifs qui sont spécifiques pour ces publics. On travaille avec Julien de Normandie sur ce sujet-là. On n'a jamais autant créé de places, vous le savez, sur ce qui est hébergement d'urgence. La difficulté que l'on a aussi, c'est qu'on est dans toute une stratégie de logement d'abord, c'est-à-dire que les personnes qui sont en hébergement d'urgence, quel que soit leur profil, puissent aller vers du logement plus stable, que ce soit des pensions de famille, du logement social, etc. Et que ça met ce point d'arrivée, en quelque sorte, mais un peu par construction, du temps à se bâtir, et que donc on a des dispositifs d'urgence qui sont saturés, les gens, c'est pas fluide, et donc on a beau créer de nouvelles places, on est toujours à courir après le nombre de places nécessaires. Et puis il y a un travail aussi avec le ministère de l'Intérieur autour des statuts, parce qu'on a un certain nombre de femmes qui sont en réalité en situation irrégulière. Voilà, mais donc il faut qu'on règle cet aspect-là du sujet, parce qu'il y a de très jeunes enfants, hein, donc ça change un peu quand même les choses. Mais on est alerté là-dessus, mais voilà, on travaille avec l'ARS, notamment avec l'ARS Île-de-France, pour essayer de créer des dispositifs, mais voilà, c'est un sujet qui est encore devant nous. Et enfin, si les MNA sont dans la stratégie, tout ce qu'on fait, je vais répondre un peu à rebours de votre question, et puis après, j'y répondrai plus directement. Tout ce qu'on fait pour les mineurs, on le fait aussi pour les mineurs non accompagnés, parce qu'ils sont mineurs avant d'être non accompagnés. Voilà. Ce sont des enfants comme les autres. Donc toute la stratégie bénéficie aussi aux mineurs non accompagnés. Voilà. Nous travaillons. Je sais que ce n'était pas la question, mais je me permets de le redire et de le réaffirmer. Non, mais parce que c'est des reproches qu'on nous a fait par ailleurs, mais je me permets de le redire. Par ailleurs, oui, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur. Sur la question du démantèlement des filières, c'est beaucoup eux qui y travaillent plus que moi, on va pas se mentir. Il y a tout un travail de démantèlement des filières, il y a aussi tout un travail dont on parle moins sur l'état civil, notamment pour accompagner ces états d'origine, sur la
construction d'un état civil un peu plus solide peut-être que celui qui existe, parce que ça permet de mieux suivre et de mieux identifier les personnes. Voilà, je pense à la Guinée notamment. Et nous travaillons par ailleurs avec le ministère de l'Intérieur, là non plus, ce n'est pas totalement votre question, mais je vous le dis quand même, dans le cadre des débats qu'il y a eu autour de l'immigration il y a quelques mois. Et nous, les débats qu'on a eus et les réflexions qu'on a sur la question de l'accompagnement à l'autonomie et l'arrivée à la majorité, pour les mineurs non accompagnés, on constate deux choses. D'une part, qu'il y a des situations et des pratiques très hétérogènes d'un territoire à un autre. Vous avez des préfets qui délivrent des autorisations de rester sur le territoire parce que vous avez des jeunes qui sont dans des filières d'apprentissage, qui se lèvent le matin, qui apprennent le français en 6 mois, et que les entreprises locales n'ont qu'une envie, c'est de les embaucher. Enfin, il faut le dire, ça aussi. Bon. Et vous avez, dans certains territoires, des autorisations de, territoire, de rester sur le territoire qui sont délivrées d'1 an, 3 ans, assez rapidement, et dans d'autres territoires, c'est 1 mois ou 2 mois. Donc en fait, ça ne sécurise pas du tout les jeunes et non plus les employeurs, qui ne peuvent pas les embaucher, alors qu'ils aimeraient le faire. Donc il y a une circulaire qui va partir. Et la deuxième chose qu'on constate, c'est que les départements où ça se passe bien, c'est souvent quand on anticipe la situation. Il y a un département, je crois que c'est le Val d'Oise, sauf erreur, qui a passé une convention, préfecture, département, pour qu'à 17 ans, on se met autour de la table, on regarde la situation du jeune, c'est l'Oise. Bon, enfin, on regarde la situation du jeune, la trajectoire d'intégration dans laquelle il est, et on ne décide rien à 17 ans, mais quand même, on sait à peu près ce qui va se passer à 18 ans. Et ça enlève aussi l'épée de Damoclès, même si ce n'est pas une décision par anticipation, au-dessus de la tête du jeune. Et ça évite les ruptures à 18 ans. Vous avez souvent en plus 3 mois de rupture pour l'obtention des papiers, et le jeune qui, pendant 3 mois, ne peut rien faire, et parfois son apprentissage doit s'arrêter, etc. Et donc il y a une circulaire qui va partir à tous les préfets pour qu'il y ait harmonisation des pratiques et anticipation des situations. D'accord. Eh bien, on va regarder, Madame la sénatrice. On va regarder alors. Très bien. Voilà. Merci. Madame Richet. Monsieur le ministre, le département du Cher a eu l'honneur d'être retenu parmi les 30 départements. Le président Michel Autissier s'est engagé avec l'ADF, je crois que vous avez eu des échanges avec lui, concernant l'inclusion de l'enfance en danger. Moi, je reviendrai sur 3 points, assez brièvement, puisqu'ils ont aussi été évoqués. Dans mes échanges avec le président Michel Autissier, nous interrogeons sur le décloisonnement du champ sanitaire et du champ médico-social pour résoudre collégialement les situations complexes. En effet, ça nous apparaît plus que nécessaire et indispensable. Cette chaîne médico-psycho-sociale formalisée, équivalente un peu à une chaîne des secours, permettra une réactivité non seulement en journée, mais surtout en fin de soirée et la nuit. Alors que ce n'est pas communément admis. Que pensez-vous de la proposition d'acter sur un formulaire CERFA produit par la CPAM le remboursement de l'intervention d'un psychologue soin en cas d'urgence, comme ça se fait couramment pour les médecins généralistes? Ensuite, nous avons évoqué la problématique des recrutements des familles d'accueil qui reste un vrai sujet dans le Cher comme d'autres départements. Nous avons 230 familles alors qu'il en faudrait 270. Dans le rapport, plusieurs pistes sont préconisées. J'avais noté de vous poser cette question. Est-ce qu'une étude à l'échelle nationale auprès des familles d'accueil a été conduite pour connaître les freins au-delà du besoin d'être présent près de l'enfant H24 et de l'impact sur la cellule familiale? Je crois avoir retenu tout à l'heure que vous avez parlé d'une concertation ou d'une étude à partir du 27 février. Voilà. Je voulais avoir confirmation que les départements étaient bien associés, pour le coup. Enfin, nous savons tous que le nerf de la guerre est le budget. J'ai lu dans le rapport que le budget supplémentaire attribué aux départements n'impacterait pas le pacte de Cahors. Je voudrais en avoir confirmation parce qu'on peut demander des projets structurants au département, mais les finances, comme vous le savez, comme c'est répété à l'envi, sont quand même contraintes. Et puis, j'ai un message à vous faire passer. Confirmez-vous votre venue dans le département du Cher, courant mars. C'est pas intéressé, ça. Hein. Merci. Monsieur Amiel. Oui, très rapidement, certains sujets que je voulais aborder ont déjà été abordés, donc juste un coup de projecteur. Vous avez cité un mot qui me paraît un mot clé, c'est le mot milieu ouvert.
Et ça me fait, par glissement de pensée, évoquer l'articulation que vous avez aussi évoquée entre l'ASE et la PJJ. Autrement dit, entre des enfants en danger et des enfants qui deviennent dangereux, lesquels sont de toute façon en danger. Or, cette question pourrait se poser tout aussi bien sûr, à Madame Belloubet. On a l'impression que la réponse apportée à la justice des mineurs se borne à ouvrir des centres éducatifs fermés, dont je ne nie pas l'utilité au demeurant, mais cette réponse me paraît un petit peu réductrice, et je rebondis sur le mot que vous avez employé de milieu ouvert, aussi bien dans l'ASE que de la PJJ, pour dire à quel point il me semblerait souhaitable de développer cette approche, même si bien sûr elle est plus compliquée. La deuxième question, ça a été évoqué aussi, la pédopsychiatrie, et je ne m'étendrai pas, le rapport que nous avions fait, Alain Milon et moi-même, sur le sujet, avait fait un certain nombre de préconisations, donc soit dit en passant, fort peu ont été suivies, et bien sûr, c'est dommage, mais la pédopsychiatrie, il ne faut pas avoir peur de dire que c'est un milieu qui est complètement sinistré en France. Sinistré, le mot n'est pas trop fort. Troisième point, vous l'avez évoqué, l'adoption. Envisagez-vous à terme une vraie réforme de l'adoption qui permettrait peut-être que des enfants en danger, des enfants confiés à l'ASE qui vont d'assistante familiale en placement puissent être pris en charge dans le cadre d'une adoption. Et quatrième point, l'assistante, au niveau des assistantes familiales, quel type de revalorisation envisagez-vous pour ce métier ? J'ai exercé pendant 5 ans la protection de l'enfance dans mon département et de façon générale, c'est un personnel qui est toujours à flux tendu et qui est toujours en grande difficulté et donc, soit dit en passant, je salue le travail. Merci. Madame Berthet. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Simplement, Monsieur le Ministre, pour revenir sur 2 points, effectivement, dans mon département de la Savoie, où je préside la commission cohésion sociale et enfance-famille, nous avons 2 points de préoccupation. Tout d'abord, le maintien dans la scolarité, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, des enfants confiés à l'ASE, et bien sûr, le besoin de soins des jeunes qui nous sont confiés. Ce que l'on peut constater, en effet, c'est que lorsque les enfants intègrent l'ASE, il y a très souvent un désengagement des autres accompagnants. D'autre part, je voudrais revenir également sur les liens et les croisements entre certaines politiques, certains volets des plans pauvreté et les politiques de protection de l'enfance, et le besoin de coordination entre ces 2 politiques et de façon générale. Quelle coordination entre tous les dispositifs et plans concernés, notamment au niveau de l'éducation nationale, de la santé, de la justice, on a parlé aussi du ministère de l'Intérieur. Quelles sont les articulations et les coordinations qui vont être mises en place, parce qu'on a vraiment un regroupement d'énormément de secteurs. Merci. Merci. On a fait 3, c'est à vous. Ah bon, on continue, d'accord. Ça ne vous dérange pas Donc, non, moi non. Monsieur Mouillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir, beaucoup de points évoqués, mais je voudrais quand même revenir sous l'angle financier des politiques publiques que vous menez. Parce qu'on parle beaucoup de concertation, beaucoup d'études, de rapports, mais on voit bien que d'une façon générale, tous les pans de la politique, de cette politique, sont aujourd'hui en souffrance en matière de moyens. Que ce soit en matière de formation des professionnels, les besoins de l'aide sociale à l'enfance, on a parlé des MNA, les difficultés de moyens et de mobilisation des professionnels pour les centres de repérage en matière de handicap. On a parlé de la pédopsychiatrie où les moyens supplémentaires qui ont été annoncés aujourd'hui couvrent à peine les déficits des structures, donc globalement ne sont pas des moyens supplémentaires. Enfin, on est globalement dans une situation extrêmement difficile et tendue, sans évoquer également les grands enjeux en matière de coordination, comme ça a été évoqué juste avant. Voilà, donc moi ma question est très simple, c'est que au-delà du discours très technique que vous proposez, au-delà des enjeux de réflexion, d'études et de mobilisation, au-delà de contractualiser avec les départements et au passage leur demander 50% de financement, ma question est quels sont les moyens supplémentaires que vous souhaitez mettre en place, même si on est d'accord qu'on peut trouver de l'efficience autour des politiques déjà engagées. Merci, Monsieur Touraine. Merci, Monsieur le Président. C'est de ma faute.
C'est de ma faute, j'avais placé beaucoup trop d'espoir dans l'audition d'aujourd'hui. Je me disais que vous alliez nous annoncer un certain nombre de mesures de portée générale et qui auraient amélioré la situation que nous connaissons dans notre pays, avec une augmentation de la pauvreté, avec une augmentation de la violence, et ça n'est pas sans relation avec la situation de l'enfance et la situation des jeunes dans notre pays. Or, je reconnais les efforts que vous faites. Je reconnais vos ambitions, mais je suis obligé de constater que ce que vous proposez en face des ambitions paraît complètement dérisoire. Les mesures que vous mettez en place se comptent par unité de millions, par unité d'enfants, par unité de pédopsychiatres. On a soulevé tout à l'heure le manque de pédopsychiatres. Ils ont été divisés par 2 en l'espace de 10 ans. À ma connaissance, il y a 14 départements qui n'en ont pas. Alors, ce que vous nous annoncez n'est pas de nature à régler véritablement le problème et à permettre que ça fonctionne beaucoup mieux. Il faut plus d'un an pour être accueilli un enfant en difficulté, pour être accueilli en CMP. Alors c'est vrai que vous annoncez un certain nombre de mesures. C'est vrai que vous avez pris conscience de la nécessité de faire mieux. Pour autant, ça ne va pas véritablement changer les choses. Et puis la grande ambition, c'est peut-être celle qui viendra avec les 1000 jours, mais la grande ambition, c'est tout de même de faire cesser cette situation de la France, qui est la vice-championne du monde en matière de déterminisme social. C'est pas votre faute, bien entendu. C'est une longue succession de manques, véritablement, mais on n'apporte pas de solution et il n'y a pas de véritable réflexion sur ce point et d'ambition annoncée. Et j'ai peur que on continue longtemps comme ça à voir augmenter dans des proportions extrêmement importantes la violence dans notre pays, les frustrations, la révolte. Puis deuxième point, vous avez évoqué le terme de partenariat. Il est beau le mot partenariat. Il est beau, il est plein de promesses. Il est la certitude qu'on va avoir des échanges à part égale entre ceux qui sont concernés. Mais vous avez cité l'exemple du plan pauvreté comme un modèle. Mais le plan pauvreté, Monsieur le ministre, c'est même pas 150 millions d'euros qui ont été affectés au département pour lutter contre la pauvreté. C'est sans commune mesure avec l'enjeu. Alors on embarque les départements dans des dépenses supplémentaires considérables et on leur apporte 150 millions d'euros. Vous apportez 80 millions d'euros. On a cité tout à l'heure des chiffres. Pour le département d'Ille-et-Vilaine que j'ai présidé pendant quelque temps, ça représentait, quand je suis parti, 140 millions d'euros. Puis on dit, ah oui, mais il y a peut-être des économies possibles. Il faudrait peut-être regarder si cet argent est bien dépensé. Mais depuis des années, vous imposez aux départements de n'augmenter leurs dépenses que de 1,2%, y compris dans les départements qui augmentent de population. Alors vous croyez, oui, je vais être court, mais je vous dis un peu mon sentiment, un peu de révolte sur le manque de moyens que vous apportez. Sur les départements, vous croyez qu'ils n'ont pas fait toutes les économies nécessaires? Vous croyez qu'ils ne sont pas en train de creuser? Ils sont jusqu'à l'os dans la plupart des politiques et ils voudraient pouvoir faire mieux. Et vous allez leur dire maintenant, il faut que vous fassiez encore davantage, que vous revalorisiez les assistants familiaux, que vous amélioriez l'encadrement à l'intérieur des établissements. Et tout ça, qu'est-ce que vous allez apporter? Sur les MNA, et ce sera mon dernier mot, mais je crois qu'il résume un peu toute la position qui est la vôtre. Vous nous avez dit, mais ils sont traités comme les autres, venant de l'État. Mais dans les départements, ils sont traités comme les autres, très exactement comme les autres. Il n'y a pas de différence et ils sont accueillis dans les mêmes conditions, avec les mêmes coûts que ça peut représenter. Seulement le problème, Monsieur le ministre, c'est leur augmentation, qui n'arrête pas. Et les départements, vous avez dit, chacun doit prendre rendez-vous avec ses responsabilités. Mais la responsabilité de l'immigration, de la signature du droit international de l'enfance, c'est pas les départements, c'est l'État qui n'apporte que 5 jours, et 5 jours véritablement réduits en matière d'indemnisation. Merci. Après M. Touraine, M. Théophile. Il n'y a pas eu de question là, avec Touraine. Les disparités entre les territoires laissent entrevoir un travail considérable dans les Outre-mer, où les enfants sont moins bien protégés que dans l'Hexagone. C'est un peu quelques éléments de l'INSEE et autres que nous avons et qui nous fondent à dire cela.
Vous avez précédemment indiqué que la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance s'inscrira en lien avec la trajectoire 5.0 menée par Annick Girardin, la ministre, notamment pour réaliser zéro exclusion, des sociétés inclusives luttant contre toute forme d'exclusion. Pouvez-vous nous préciser comment s'imbriqueront ces deux stratégies, puisque à la fois comment vous envisagez cela? Et puis la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance sera mise en œuvre par le biais d'une contractualisation avec les départements. Vous avez dévoilé les 30 premiers départements sélectionnés. Vous avez déclaré vouloir investir massivement dans les départements qui ont plus besoin, mais également privilégier les projets les plus aboutis. C'est ça qui qui m'intéresse. Pouvez-vous nous indiquer plus précisément, notamment dans la prospective de la prochaine vague de contractualisation, quels critères ont été retenus pour réaliser cette sélection? Merci. Je vais continuer dans les Caraïbes avec Madame Jasmin. D'accord. Madame Jasmin. Et après, j'arrêterai. Merci, Monsieur le Président. Promis, juré. Oui, Monsieur le Ministre, je voudrais également vous faire part des difficultés relationnelles, je dirais, ou la manque d'information entre les départements, l'État et les communes, particulièrement les CCAS, qui sont quelquefois impliqués seulement dans les situations critiques. Or, vous avez parlé des relations avec les collectivités. Donc, ayant été vice-présidente de CCAS, c'est seulement dans les situations critiques que nous avons constaté qu'il y avait notamment sur le territoire des familles d'accueil qui rencontraient des difficultés avec des enfants difficiles. Donc, je crois qu'il faudrait améliorer les relations et surtout l'information. D'autre part, l'hébergement dans des hôtels, là, il y a été question ici, dans l'Hexagone, un peu plus ici dans l'Hexagone que dans nos départements, mais c'est un problème lié à l'efficience parce que comment expliquer que vous baissez les APL et que des familles se retrouvent en très grande difficulté et hébergées quelquefois dans des hôtels? Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent d'anticiper pour éviter justement que ces familles et que des enfants mineurs, quelquefois non accompagnés, se retrouvent dans ces centres? Et la dernière chose, c'est aussi, pourrez-vous impulser et susciter chez les associations, mais dans les communes, l'organisation des colonies de vacances, parce que très souvent les enfants, dans les périodes où il y a des vacances scolaires, se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes. Donc je crois que permettre à des associations et financer évidemment des projets accompagnés tout au moins pour la prise en charge des enfants serait quand même une bonne chose. Merci. Alors, Madame Richet, sur les psychologues, oui, c'est la logique en tout cas, vous êtes là, c'est la logique de l'expérimentation que j'évoquais dans le cadre de l'article 51 tout à l'heure sur le parcours de soins des enfants de l'aide sociale à l'enfance, où effectivement on mobilise un certain nombre de professionnels libéraux, dont des psychologues, et qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Voilà. Donc c'est pas exact, enfin oui, ça participe de la même philosophie, me semble-t-il, que celle que vous évoquiez. On a expérimenté donc dans 3 départements, en étant à 10. Cette année, il va y en avoir 7 supplémentaires qui n'ont pas encore été désignés. Sauf erreur. Non, voilà, c'est en cours. Voilà. Appel à candidature. Et ça procède de cette logique. Oui, c'est des négociations collectives qu'on lance le 27 février prochain pour les assistantes familiales. Il y a 4 chapitres qui sont mis sur la table à négociation. Les conditions d'emploi. Donc c'est tout ce qui est articulation entre agrément, formation et recrutement, les passerelles vers d'autres formations. Deuxième chapitre, c'est le soutien professionnel, donc la question de l'intégration des assistants familiaux au sein des équipes éducatives, coordination relais et les relais d'assistants familiaux, la question des permanences téléphoniques, la question des équipes mobiles, puisque vous l'évoquiez, vous avez été un certain nombre à l'évoquer, effectivement, les familles d'accueil sont aussi confrontées à des enfants, enfin, quand vous parlez avec des familles d'accueil qui font ça depuis 20-30 ans, elles vous disent que les enfants ne sont plus les mêmes. Donc là, on revient à notre... Il faut là aussi qu'il y ait des équipes mobiles, enfin des solutions de répit, de relais, des équipes mobiles qui puissent intervenir parce qu'elles ne sont pas formées, elles ne seront jamais formées de toute façon pour faire face à un certain nombre de situations trop complexes qui relèvent d'autres choses. Voilà.
Troisième sujet, les conditions matérielles, donc rémunération.